Yo 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 les amis. Oh putain, j'ai mal réglé la cam, c'est bon. Comment vous allez aujourd'hui? Oh putain, je suis heureux de vous retrouver. Oh nom de Dieu que je suis heureux de vous retrouver. Oh putain. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Alors attendez, je trouve que la luminosité est un peu claire, non? Je me trompe peut-être? Oh merci à Loati. Ouh, le follow. On applaudit dès le début du live à Loati. Merci l'ami, tu régales. T'es le meilleur, merci l'ami. Putain, on se retrouve les amis. Bon, déjà, je vais faire tout de suite ma petite pub. Sur YouTube, ça fait 3 jours que je poste des vidéos YouTube, des critiques de films. Vous en avez encore pendant 5 jours, plus la critique de Dune qu'il va y avoir ce soir. Donc, allez vous abonner à mon compte YouTube, s'il vous plaît, les amis. Vraiment, arrêtez de déconner. À un moment, il faut s'abonner en masse. Attention, vous êtes prêts? On va parler de Dune, les gars. Par où commencer? Est-ce que vraiment parler de ce film... Putain, vu que j'ai pris le chat juste avant, j'ai des poils de chat dans la bouche. C'est dégueulasse. la joie du direct. Est-ce que vraiment, il y a besoin de parler de ce film? Est-ce que vraiment, je vais dire des choses que d'autres n'ont pas déjà dit? Je sais pas et je m'en fous. Ce film m'a procuré peut-être la plus belle émotion que j'ai eue au cinéma dans ma vie avec un seul autre film. Cette seule autre film... Il y en a qui vont me détester pour dire ça, c'était Ready Player One. J'ai eu, pendant ce film, vraiment, je vous parle avec mes émotions, ensuite on va aller dans les détails après. J'ai eu vraiment des émotions, des frissons pendant quasiment la totalité de Dune. Et à la fin du film, en sortant de la salle, j'avais qu'une envie, c'était de rester sur mon siège. J'avais mes jambes qui tremblaient. Je crois vraiment que j'ai jamais vécu ça de ma vie devant un film. Et pourtant, des coups de cœur, des top films, j'en ai eu. Ce film, j'en avais une attente de malade parce que j'adore la science-fiction. J'aime bien le cinéma de Denis Villeneuve et c'est là en fait la nuance, c'est que je ne suis pas fan du cinéma de Denis Villeneuve. Typiquement, pour rentrer tout de suite dans le détail et sur moi personnellement, on va parler de Dune précisément après, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas vu tous les films de Denis Villeneuve. J'ai en Blu-ray que 3 films de Denis Villeneuve. Premier Contact, Blade Runner 2049 et Enemy. De ces 3 films, j'en ai vu que 2 de la filmographie de Denis Villeneuve. Blade Runner 2049, que j'ai vraiment bien aimé pour le coup, et Premier Contact, que j'ai vu 3 fois et je n'en ai aucun souvenir. Ce film ne me marque pas. Il y a des films comme ça. Je ne sais pas si vous avez la même chose, vous d'ailleurs, on discute un petit peu en même temps. D'ailleurs, dites-le moi sur YouTube, vu que tout ça est laissé. Quand je pose des questions comme ça, n'hésitez surtout pas à répondre aussi en commentaire. C'est hyper intéressant et je serai le premier à venir discuter avec vous là-dessus. Mais du coup, est-ce que ça vous arrive d'avoir des films où quand vous les regardez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est comme si vous les aviez jamais vus. Vous n'avez pas de souvenir, il n'y a rien qui vous marque de ce film. Juste, pas forcément il est nul, juste il vous marque pas. Et ben j'ai ça pour quelques films, dont Premier Contact. J'espère que je suis pas un déglingo de dire ça. Et du coup, pour revenir donc à Dune, comme je vous l'ai dit, même si j'aime bien quelques films de Denis Villeneuve, je suis loin d'être le grand cinéphile qui les a tous vus. Je suis loin d'avoir décortiqué le cinéma de Denis Villeneuve, mais j'attendais Dune. J'attendais Dune parce qu'il y a des acteurs que j'aime beaucoup. Je pense à Jason Momoa, je pense à Oscar Isaac, je pense un petit peu à Zendaya, même si c'est pas l'actrice que j'aime le plus au monde. J'avais vu aucun film avec Timothée Chalamet, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avec lui. J'aime beaucoup Rebecca Ferguson. D'ailleurs, aujourd'hui est sortie une critique de Réminiscence. N'hésitez pas à aller la voir. Je suis en train de voir qu'elle est en train de flopper. Je fais un petit peu mon coup de pub. Non, mais par contre, vraiment, s'il y a des films qui vous intéressent à voir ou à peut-être découvrir, il y a 8 critiques qui sont en train de sortir en ce moment même sur YouTube ou qui sont déjà sorties pour ceux qui verront cette partie-là de la critique de Dune. Donc vraiment, n'hésitez pas les amis à aller voir, ça me ferait vraiment plaisir. Mettre un petit like, un petit commentaire juste pour me dire c'est bon, j'ai regardé, ce qu'on peut améliorer et tout, ça fait vraiment plaisir. Je calme ma petite pub et maintenant, on passe à Dune. Et Dune, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Vraiment, j'ai adoré ce film. Je suis allé le voir le mercredi soir, j'avais très envie, c'est-à-dire que j'ai pas pu, pour des raisons personnelles, aller le voir en avant-première le mardi soir. J'étais triste de ne pas l'avoir vu parce que je l'attendais et du coup j'étais vraiment pressé. Mais je savais que mon temps allait venir, que j'allais le voir mercredi soir et vraiment j'avais qu'une envie, c'est d'être dans la salle et que le film se lance. J'arrive, je me pose, IMAX 3D et là ça commence et
j'ai même pas eu besoin de rentrer dans le film en fait, j'ai été directement dedans. La 3D fonctionne super bien, j'avais l'impression que je pouvais rentrer dans le film, rentrer avec les personnages. J'ai jamais vu une 3D aussi bonne et je le précise tout de suite. Et c'est pas parce que j'aimais le film, hein, c'est déjà basiquement, je trouve que la 3D était vraiment excellente pour le film. Alors après j'ai de la chance, j'ai un bon cinéma à côté de chez moi. Est-ce que c'est le cas dans toutes les salles IMAX, les salles 3D? Je sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment une bonne salle, j'ai de la chance. Et le film était vraiment vraiment bon en IMAX 3D. Pas de son trop fort, vraiment très très bonne qualité d'image, un bon public aussi, j'ai pas eu d'emmerde là-dessus, je le précise, et voilà, tout pour faire une excellente séance, et que vous dire. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Dune, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, même si je pense que la plupart de ceux qui vont voir cette critique auront vu le film, ou en tout cas en auront entendu parler. L'histoire de Dune en fait nous raconte très rapidement, je fais vraiment un résumé très rapide, l'histoire de la famille Atreides, donc le personnage de Oscar Isaac qui est le père et le personnage de Timothée Chalamet qui s'appelle Paul Atreides qui est le fils de Oscar Isaac et de Rebecca Ferguson, enfin en tout cas des personnages de Oscar Isaac et de Rebecca Ferguson qui vont se voir confier, cette famille Atreides et leur peuple, salut l'ami, qui vont se voir confier la planète Arrakis, autrement appelée Dune, qui est une planète pour l'empereur et pour la globalité du monde, enfin de l'univers même, puisqu'il y a plusieurs espèces, plusieurs peuples, plusieurs catégories socio-professionnelles, si je puis dire. Ça m'a fait marrer de dire ça. Vont se voir confier cette planète Arrakis qui est un lieu stratégique et je dirais même majeur, puisque c'est là où se trouve l'épice qui est le produit le plus rare et le plus précieux dans cet univers. Donc ils se font confier, plus qu'un lieu stratégique, ils se font confier le monde en fait. Ils se font confier sans le contrôle de cette planète, tout est mort. Parce que cette planète appartient entre guillemets à des sauvages qui sont nommés les Fremen, qui se reconnaissent tout simplement parce que leurs yeux sont d'un bleu éclatant et vraiment très beau d'ailleurs. Et en fait, on apprend à la moitié du film, on le dit un petit peu dans la bande-annonce, donc je vais m'arrêter là après. En fait, à la moitié du film, cette famille Atreides, en fait, on apprend qu'elle se fait trahir par l'empereur, par le biais du baron et du peuple du baron qui vont les attaquer. Et en parallèle, le personnage de Paul Atreides, donc de Timothée Chalamet, on comprend par le biais de visions, de certains pouvoirs, que par rapport à un culte dont sa mère faisait partie avant de se mettre en couple avec le personnage d'Oscar Isaac, du père Atreides et d'avoir Paul en fils, faisait partie d'un peuple qui est entre du mystique et du religieux, un petit peu le similaire des Jedi dans Star Wars, si je puis dire d'ailleurs, parce que c'est des pouvoirs assez similaires. Et en fait, ce personnage de Paul Atreides a hérité de certains pouvoirs et surtout est vu par le peuple des Fremen comme un éventuel élu, comme le Messie qui va sauver leur peuple et réunifier l'univers. Et ça, c'est quelque chose, ce côté divin, ce côté le fils providentiel qui va être lié au personnage de Paul Atreides et surtout à la plupart de ses choix. Donc, en plus de ce combat à envergure plus que spatiale, envergure unidimensionnelle, on a en plus cette question plus personnelle de que va-t-il se passer avec le personnage de Paul Atreides, donc de Timothée Chalamet. Quel est son lien? Est-il vraiment un élu? Est-ce juste une mythologie? Enfin, une croyance un petit peu stupide, et il y a toute une question autour de ça, c'est-à-dire qu'à un moment, le personnage de Timothée Chalamet, de Paul Atreides, dit à sa mère, ou à son père plutôt, qu'il n'est pas l'élu, mais qu'il croit ce qu'on a eu envie de leur faire croire, en parlant des Fremen et en disant parce que les Fremen le considèrent déjà comme l'élu, et il leur dit c'est pas ce qu'ils pensent, c'est ce qu'on leur a demandé de croire. Donc il y a toute une question et toute une symbolique autour de ça qui est vraiment hyper intéressante sur le personnage en tant que tel de Paul Atreides. Si je devais parler de Timothée Chalamet, moi il m'a époustouflé. Très sincèrement, tous les personnages dans ce film sont hyper intéressants, que ce soit le plus petit des rôles, je pense à celui du médecin, comme le plus grand des rôles, c'est-à-dire le personnage de la mère ou de Paul Atreides. Et surtout, je vais pas en reparler parce que tout le monde en a dit des milliers et des cents, mais visuellement ce film est incroyable, chaque scène est un tableau, chaque scène en fait nous montre à quel point le cinéma c'est plus qu'un art en fait. À chaque scène de ce film, on est poussé dans cet univers, on nous met une claque dans la gueule en nous disant tout ce que vous avez vu là avant, et bah maintenant je te montre ça et je te dis qu'on peut faire encore mieux. Et je vais pas le comparer au Marvel parce qu'on va me dire que je parle tout le temps des Marvel, mais quand je vois qu'avec un tel budget on arrive à faire un tel film, c'est fou quand même de se dire qu'il y a des mecs qui ont une vision, qui ont une patte visuelle, une patte esthétique, la musique aussi.
J'ai voulu la mettre sur le live, mais je sais que je vais être striké pour YouTube, donc je suis désolé, je la mettrai pas. Mais la musique, comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, et dans le live précédent du coup, je suis pas quelqu'un qui suis très réceptif aux musiques des films. Et pour le coup, autant comme j'en avais parlé dans Bac Nord, où la musique de la bande-annonce de Bac Nord m'avait vraiment scotché, et ben là c'est pareil, c'est une musique dès la bande-annonce, mais toutes les musiques de ce film, par Hans Zimmer ou autres, donnent des frissons à chaque fois qu'elles viennent. Elles sont parfaites, elles sont de la tonalité qu'il faut pour nous montrer les enjeux, pour nous montrer la détresse, pour nous montrer la peur, pour nous montrer la puissance de chacun des personnages ou du personnage qui a sa musique en question. Toute la fragilité aussi, la scène avec la mère et où le personnage de Paul Atreides est testé par justement cette, j'irai pas jusqu'à dire secte religieuse, mais par cette croyance avec ce peuple de fans qui a cette croyance autour de l'élu. Mais cette scène, on ressent avec le personnage de Rebecca Ferguson, de la mère, une telle puissance. On se rend compte à quel point son fils est en train de risquer sa vie, à quel point son fils est en train de passer un test qui le dépasse, qui la dépasse même elle en tant que mère, et qui est quelque chose qui est tellement au-dessus d'eux. Et il y a un poids mystique qui pèse autour de ces deux personnages principalement, et même de chacun des personnages de manière générale. Après, pour parler des plus petits rôles, le personnage de Jason Momoa, ces personnages soldats, celui de Jason Momoa, celui du père, celui de Josh Brolin, je crois, si je me trompe pas, sont des personnages plutôt secondaires au final dans le film, pas le père, mais surtout les personnages soldats, et restent néanmoins super intéressants, comme la personnage de c'est pas une interprète, si, ça doit être... Non, c'est pas une interprète, enfin, la femme que l'on voit juste ici, sur le poster. Oh, je sais pas montrer, mais bref, la femme qu'on voit sur le poster, pareil. Et aussi, je voulais en parler du personnage de Zendaya, pour parler un petit peu de chacun des rôles les uns après les autres. J'ai vu beaucoup de critiques autour du personnage de Zendaya, disons on la voit 3 minutes dans le film, elle a fait 5 scènes. Mais pour moi, ce qui compte et ce qui fait l'ampleur et la puissance d'un personnage, c'est pas son temps d'écran. Je peux vous dire par exemple Iron Man dans les Marvel. Non, je rigole, j'arrête. C'était la dernière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, un personnage est important quand on sent la conséquence de ce personnage dans l'histoire. Et les visions que Paul Atreides a, les choix qu'il fait par rapport à ses visions, par rapport à sa prédisposition de peut-être futur élu, parce que même à la fin du film, on ne sait pas vraiment s'il va être un élu ou non, même si on s'en doute un petit peu. Et ce lien qui le lie étroitement au personnage de Zendaya, au peuple des Fremen, et qui les conduit directement à eux, d'ailleurs très clairement, ça fait que le personnage de Zendaya n'a pas besoin d'être présent longtemps à l'écran pour qu'on sente le poids qu'elle a sur le futur en fait de la famille, du peuple même Atreides, enfin de la famille Atreides, mais plus directement du peuple. Et c'est ce qui fait par son gigantisme, cette scène, on a des scènes qui sont hyper minimalistes, où on est à l'intérieur du personnage, on voit ses souffrances, principalement du personnage de Paul Atreides, mais les autres personnages sont assez tous bien développés, surtout vu la multitude de personnages, on a au moins une dizaine, j'en parlerai après, des différents méchants, je vais en parler après des différents méchants, mais pour finir là-dessus, on a vraiment tous ces personnages qui sont hyper bien travaillés de manière minimaliste, et on a en parallèle ce gigantisme. La scène qu'on voit dans la bande-annonce et que j'avais mis en image juste avant, du personnage de Paul juste devant le verre, mais pour montrer l'ampleur du verre, mais on le voit dépasser l'écran, il est bien plus grand. Et si on compare ça typiquement à une scène similaire qu'il y a dans Pirates des Caraïbes entre Jack Sparrow et le Kraken, visuellement, c'est pas du tout la même patte visuelle, et c'était déjà impressionnant dans Pirates des Caraïbes, c'est pour dire. Et en fait, c'est pareil, c'est qu'il y a une mise à l'échelle constante dans chacune des scènes de ce film. Juste des scènes où on voit les vaisseaux pour nous montrer la puissance et l'ampleur des vaisseaux, et aussi par la suite l'ampleur des destructions et le niveau de l'armée adverse quand il détruit ces vaisseaux-là. On a constamment une mise à l'échelle avec soit les personnages, soit l'armée. Et du coup, on voit par exemple qu'un vaisseau va prendre la moitié de l'écran et que l'autre moitié, ça va être 20 rangées de l'armée. Et tu dis, putain, ça veut dire que 20 rangées de l'armée, c'est même pas assez grand pour faire la taille du vaisseau. Mais vous imaginez la taille du vaisseau. En fait, il y a constamment dans ce film, une mise à l'échelle entre les personnages et leur environnement. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on est constamment en fait dans un univers qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grand que nous. Et si je devais citer un petit défaut tout de suite lié à ça, la planète Arrakis,
Surtout que le film en joue beaucoup, hein. Dès le début, on nous parle beaucoup du fait que c'est une planète qui est extrêmement chaude, qui pour le peuple Atréide, qui n'est pas habitué à un tel environnement, ne peut pas sortir la journée. Et en fait, à part une scène quand ils arrivent où ils se couvrent et ils rentrent la journée parce qu'il commence à faire trop chaud et que toutes les portes sont fermées, dès la bataille terminée, il n'y a plus ça. On ne ressent à aucun moment l'impact et la lourdeur de la chaleur sur leur corps, à part le moment de la toile de tente où ils boivent 2 gouttes d'eau, mais franchement, enfin, t'as pas l'impression que c'est une telle souffrance comme c'était dit au début du film. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul, hein, d'ailleurs, défaut du film, c'est qu'on ressent pas l'impact de l'atmosphère de la planète sur le peuple Atréide et sur la famille Atréide plus particulièrement, même sur la deuxième partie du film de la fuite et du road trip, hein, du road movie même, j'ai envie de dire. On ressent pas du tout la fatigue qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de courses, les personnages courent et du coup on ressent pas l'ampleur de la chaleur sur les personnages. Ça serait pour moi le seul défaut du film. On va parler maintenant des autres personnages qui sont eux encore moins présents mais qui sont tout aussi importants. Le personnage du médecin, j'en parlerai pas. Je trouve que c'était cousu de fil blanc, on s'y attendait jusqu'à son sort final. Mais, enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui... j'ai pas envie de spoiler, mais qui soit l'élément déclencheur. Genre, voilà, pour pas spoiler, je pensais pas que ce serait lui l'élément déclencheur. Je me suis fait avoir là-dessus. Par contre, tout ce qui en suit, le coup de mais c'était pour nanana nanana. Et à la fin, quand il veut retrouver nanana nanana, désolé, mais c'est pas pour pas spoiler, hein, vraiment. J'ai pas envie de faire de section spoiler parce qu'il y en a pas besoin. Il y a même pas besoin, en fait. Tous mes dires n'ont pas besoin de spoil. Donc en fait, c'est pour ça que je vais pas faire une section spéciale. Donc je vais juste à certains moments bloquer certaines paroles pour pas aller trop loin dans l'explication. Mais on savait tout ce qui allait arriver au personnage à partir du moment où on a la révélation. Et du coup effectivement ça c'est un peu cousu de fil blanc et c'est un peu basique. Maintenant c'est basé d'un livre, ça a été fait dans plein d'autres films aussi parce que Dune est un vieux livre qui a inspiré des dizaines et des dizaines de sagas. Donc c'est logique que on l'ait déjà vu avant puisque ça provient de là. Donc j'en tiens pas rigueur et pour moi c'est pas un défaut, mais effectivement je comprends si certaines personnes le prennent comme un défaut. Et après pour les personnages secondaires, le personnage de Dax, non je déconne, l'acteur qui fait Dax dans les Gardiens de la Galaxie, je n'ai plus du tout son nom. Si, Dave Bautista je crois que c'est ça, Dave Bautista, charismatique à chaque fois qu'il vient. Je l'ai ressenti avec le même aura que dans le film de Zack Snyder là, avec les zombies qui est sorti sur Netflix, j'ai perdu le nom de ce film. Il a une aura de puissance, on sent son côté vraiment qu'avant il était dans un domaine sportif, enfin dans du catch, je crois si je me trompe pas, catch ou box, je crois qu'il était dans du catch, et on sent ce côté là, genre il vient et on sent que c'est le chien de la casse, genre c'est le chien de garde qui va défoncer tout le monde, et vraiment on le ressent fortement, et il impose là-dessus, et le personnage du baron, incroyable, j'adore ce méchant, genre la tenue, la gueule qu'il a. En fait, il en impose quand il est présent. Et un peu comme dans Star Wars, et en plus ils ont le même nom, pour terminer avec pas un méchant, mais avec un dernier personnage, c'est l'empereur. Comme dans Star Wars 4, c'est un personnage que l'on n'a pas vu, que l'on ne voit pas du film, mais il a une aura par sa puissance, par les dires des personnages et comment les personnages en parlent. Et j'adore quand on nous parle de personnages, mais qu'on n'a pas besoin de le montrer pour sentir qu'il est présent. Et c'est exactement ça, l'empereur, on ne le voit pas une seule seconde du film. L'acteur n'a sûrement d'ailleurs toujours pas été choisi pour la suite, hein, il y a de grandes chances. Mais rien qu'au dire des personnages, on sent que c'est lui qui influence toute cette histoire. Et d'ailleurs, c'est lui qui influence toute cette histoire, hein. C'est lui qui est décisionnaire sans être réellement présent. Et ça, je trouve ça super parce que j'adore quand on a aussi des personnages comme ça qui sont juste présents psychologiquement et qui influent sur l'histoire parce qu'ils pèsent dans le game, quoi. Faut dire ce qui est, ils pèsent dans le game. Mais bon, ensuite, pour continuer avec les personnages, je crois que j'ai parlé un petit peu de tout. J'ai parlé de cette forme de secte religieuse. J'ai parlé de la famille Atréide. J'ai parlé du baron et de son peuple. La scène de guerre incroyable avec de magnifiques mises en scène en termes de transition, en termes de combat, de chorégraphie de combat aussi. Le personnage de Jason Momoa, j'adore la bestialité qu'il a et ce côté vraiment où il est capable de tout pour son peuple, tu vois, genre, mais pas, tu vois, comme si, excellent. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, je pense que ça se voit.
Je suis très heureux, si je devais un petit peu terminer là-dessus, que ce film ait d'excellents retours. Je suis très heureux des scores, là je regarde encore aujourd'hui, qu'il est en train de faire en France et à l'international. Et j'espère vraiment qu'on va avoir le droit à cette suite, parce que vraiment moi je l'attends avec impatience. Je pense que je vais retourner le voir le film au cinéma, très sincèrement, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai envie de le revoir en connaissant la fin, en revoyant quelques détails, en revoyant quelques combats. Et en fait c'est que il y a des personnages, j'ai envie de les suivre en fait, ces personnages-là. Le personnage de Paul Atreides, le personnage du père, le personnage de Jason Momoa, c'est des personnages que j'ai envie de revoir. J'ai envie de revoir leur développement. J'ai envie de revoir les scènes où on les voit. Ils en imposent tous dans les costumes, dans les décors, dans la puissance visuelle. Et moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Vous le voyez, hein, j'en parle avec amour, mais franchement, j'ai eu plus qu'un coup de cœur pour ce film. Hein. Je pense... Sans me tromper que c'est l'un de mes films préférés. J'ai adoré ce film. J'ai pas d'autre terme et je ne peux que, si je devais terminer là-dessus, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Dune de Denis Villeneuve. C'est pour moi l'un des plus grands films de ces dernières années, bien au-dessus des 3 Star Wars qui sont sortis, bien au-dessus de tous les films Marvel, bien au-dessus des nouveaux Jurassic Park et Jurassic World, bien au-dessus de plein autres gros blockbusters, parce que bien au-dessus de tous les films de Denis Villeneuve. Non, je dis ça, là j'avoue je les ai pas tous vus, mais en tout cas pour moi, et j'avais déjà adoré visuellement Blade Runner, mais voilà, si je devais terminer là-dessus, j'ai pas vu tous les films de Denis Villeneuve, mais pour moi Dune c'est l'apothéose en termes d'acteurs, en termes de décor, en termes de budget, en termes de projet artistique. C'est l'apothéose qu'un cinéaste peut nous proposer. Avec toutes les contraintes qu'il a pu avoir, il nous a créé peut-être l'un des plus beaux films de ces 10 dernières années. Comme à l'époque, un Avatar a marqué le cinéma, comme un peu plus tard, un Ready Player One ou un Mad Max Fury Road ont marqué le cinéma. Et je pense que Dune, aujourd'hui, il va marquer le cinéma. Et je suis heureux, et c'est ce que j'ai noté sur Twitter en sortant de la salle, je suis heureux de dire que j'y étais. Voilà, c'est sur ça que j'ai envie de terminer. En 2009, quand Avatar est sorti, l'un des plus grands regrets de ma vie en termes de cinéma, c'est que je n'ai pas été voir Avatar au cinéma. J'ai jamais eu la chance de voir Avatar au cinéma, et pour le film que c'est, pour le niveau que ce film est, pour ce que représente Avatar, ça sera une déception éternelle dans ma vie de me dire j'ai pas pu voir Avatar au cinéma. Et ce film-là, je peux le dire, je pourrais dire dans 10 ans, dans 20 ans, Dune, j'y étais. Et je l'ai vu dans les conditions les plus optimales. Et là, ça va être un petit message parce que je sais que le film va sortir dans quelques semaines, là même dans quelques jours sur HBO Max, et qu'il va faire un flop, je pense, aux États-Unis. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler avec amour et que je prends du temps dans cette critique pour en parler. C'est que vraiment... Si vous ne connaissez rien à Dune, je ne connaissais rien à ce film. J'en avais juste envie parce que j'aime la science-fiction. Comme je vous ai dit, la plupart des acteurs secondaires sont des acteurs que j'aime, mais les acteurs principaux, je ne les connaissais pas. Timothée Chalamet, c'est un acteur que je ne connaissais pas. Denis Villeneuve, c'est un réalisateur où je n'ai vu que 2 films à lui, et c'est pas, même si Blade Runner 2049, c'est un film que j'aime bien, c'est pas l'un des top films de ma vie. Et très sincèrement, à vous qui n'avez pas forcément l'ambition, l'envie d'aller voir Dune, pour le film qu'il est et pour ce qu'il va devenir, parce que je suis persuadé que ça va devenir quelque chose de plus grand qu'un simple film, comme Avatar l'a été, comme d'autres films l'ont été, allez-y et vous pourrez dire j'y étais. Et vraiment, ce film, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je vais terminer sur ça. Ce film, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Et je suis heureux de me dire que j'ai pu aller le voir et que dans quelques jours, parce que je pense que ça va être le cas, je vais retourner le voir et je vais me dire putain, quelle claque quoi, quelle claque. En tout cas les amis, j'espère que cette critique vous aura plu. Là je termine pour YouTube, mais le live continue évidemment. Je termine pour YouTube, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires, là moi j'ai envie d'échanger sur ce film. Je pense que je pourrais en parler des heures encore et encore sur chaque petit détail, sur chaque personnage. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous avez aimé ou non, si vous ressentez la même chose que moi, le même amour pour ce film. Vraiment, je m'attendais à... Oui, c'était une attente, mais... à ce niveau-là, je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'amour pour un film que je n'attendais pas, d'un univers que je ne connais pas.
Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas, hein, si vous voulez venir débattre directement en live, surtout qu'on fait des parties après les parties critiques. Par exemple, pour ce soir, je vous le dis et désolé à ceux qui n'étaient pas là, on va parler de mes attentes de fin d'année justement, parce que Dune ayant été ma plus grosse attente de l'année et en plus mon plus gros coup de cœur, on va parler des futurs films qui sortent jusqu'à décembre 2021. Donc voilà, pour ceux qui sont là, heureusement pour vous. Pour ceux qui ne sont pas là, et la prochaine fois, ce sera un autre sujet. Et donc, n'hésitez pas à venir en live sur Twitch les lundis de 21h à 23h à peu près, 22h30, 23h, ça dépend. Et du coup, mis à part ça, mettre un petit pouce bleu à la vidéo, forcément, ça fait plaisir, hein, surtout pour un tel film coup de cœur, j'ai envie de vous dire. Et surtout, pour ma part, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, regardez, c'est bien, comprendre, c'est mieux. C'était Guilain, allez, ciao.